Donc, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très content de passer en troisième parce que, vu ce qui a été présenté, finalement, ce que je vais dire, c'est faire écho à ce qui a été dit avant. Dans la préparation de cette intervention, j'avais préparé pas mal de choses. J'ai quand même beaucoup de choses à dire. J'ai noté beaucoup de choses, mais finalement, je n'ai pas en tenir compte. Je vais vous présenter ça comme je le sens et on aura l'occasion d'en discuter à d'autres occasions parce que tout ce que j'ai à dire sur le sujet, ça ne va pas tout tenir aujourd'hui. Pour me présenter rapidement, j'ai commencé les AMHE en 2014. Je suis gestionnaire de stock, je suis un ouvrier de la fonction publique et donc j'ai arrêté mes études avant le bac, donc j'ai pas de formation. J'ai pas eu de formation universitaire, j'ai pas eu de formation poussée en histoire. Tout ça pour vous dire que le format colloque, c'est pas quelque chose dont je suis habitué. La prise de parole publique et la méthode scientifique, la recherche, j'ai pas de formation du tout là-dessus. Je suis pas très à l'aise avec ça, donc je vais vous parler avec, avec mon bagage. J'ai reçu quand même le prix Philippe Errard en 2019 pour un travail de référencement, d'indexation des sources. Mon travail, ce dont je suis fier et ma contribution aux AMHE, c'est le référencement de documents, d'archives et la mise à disposition de documents. Globalement, je suis chez moi sur mon ordinateur, je fais mes petites recherches sur des sites de documentation en ligne, je compile ça dans les documents et je rends ça public. C'est à la suite de ça, depuis 2015-2016 où j'ai commencé à faire ça, je me contentais d'indexer et de rendre disponible. Depuis récemment, j'ai trouvé certaines sources qui me tiennent à cœur, qui me plaisent beaucoup et dont j'ai envie de commencer à parler, commencer à critiquer les documents que j'ai à ma disposition et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mon intervention va tourner autour d'un cas qui a eu lieu en 1922. Un cas qui est un passage devant la justice de Maurice Pinto, dit Maurice la Terreur, qui s'est battu en duel au couteau contre Charles l'Allemand, dit Charlot l'Assassin. Ils ont plaidé comme défense devant la justice que ce qu'ils ont fait, le duel au couteau qu'ils ont fait en 1922, correspondait exactement dans la démarche, dans la procédure, à un duel d'honneur à l'épée. Leur défense était en quoi, si la bourgeoisie pratique le duel d'honneur, en quoi nous, ce qu'on a fait avec nos couteaux, on a fait la même chose qu'eux, en quoi nous, on doit être jugé différemment. En 1922, on est hors un peu contexte AMHE, on a décidé de s'arrêter en 1914 pour les AMHE, mais déjà, pour ce qui est du duel au couteau, en 1921, Joseph de Maistre disait que deux hommes du peuple se battent armés chacun de son couteau, ce sont des coquins, allongés seulement l'arme et attachés au crime munis de noblesse, ce sera l'action des gentilshommes. Comme on peut voir dans l'illustration de L'Assiette au beurre, de 1907, le thème est le duel et on représente un homme du peuple et un bourgeois sur un pied d'égalité en traitant du duel. Chacun avec son arme, chacun avec sa tenue et chacun avec son rang social. Donc, je vais vous parler du couteau, mais si je vous parle du couteau, je vous parle en fait de l'homme du peuple, du duel de l'homme du peuple. On va d'abord s'interroger sur ce cas de figure-là. Donc, le couteau m'intéresse, le duel au couteau m'intéresse. On va se poser la question, dans l'univers des AMHE, dans le corpus des livres d'armes des AMHE, est-ce qu'on a du matériel pour se battre au couteau? Les rares illustrations, les rares matériels qu'on a pour le couteau, c'est ces petites choses-là, des traités, des livres d'armes germaniques du 16e, 17e, où on n'a pas de texte. On voit du matériel qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve au milieu, c'est-à-dire un rasoir. Donc des couteaux peut-être pliants. Les choses intéressantes qu'on peut voir là-dessus, c'est le fait qu'il soit torse nu. La prise un peu spécifique qu'on pourrait trouver au couteau. Dans certaines illustrations, on a l'impression que le couteau est tenu, pas totalement fermé, légèrement main ouverte. Ce qui pourrait s'expliquer par si c'est un couteau pliant, il y a un risque de fermeture sur les doigts. Et ensuite, sur les deux illustrations, on trouve une main ici, qui est peut-être une main en protection de la gorge, qui protège les zones vitales et qui propose comme cible, comme protection, le dessus du bras, où on peut encasser certaines blessures, mais pas de blessures mortelles.
Bref, on protège les parties sensibles avec le dessus du bras. Directement, on trouve une rare illustration dans Donald MacBain, 1728, il me semble, de tête, où le texte dit « Voici deux Hollandais qui se battent au couteau ». L'illustration ne dit pas grand-chose, ils sont tous les deux dans la même garde, il ne se passe pas grand-chose. À partir de 1949, on va voir le premier traité qui traite du duel au couteau, qui est un traité espagnol, et qui dit « Voici l'art de manier la Navarra en Andalousie par les gitans d'Espagne ». Le deuxième livre, qui va reprendre ça, c'est Émile André, L'art de la défense dans la rue, qui n'est pas un traité qui parle de couteau, un traité qui parle de beaucoup de choses, et Émile André dit « J'ai lu le traité espagnol de l'art du couteau, c'est intéressant, je propose un petit système pour se battre au couteau, on prend une partie de leur méthode et on va rajouter nous ce qu'on sait faire, c'est-à-dire l'escrime et la boxe française. » Donc il théorise quelque chose, on ne sait pas si ça a été pratiqué, parce qu'il a lu un traité de duel, et lui propose une méthode de self-défense en adaptant une méthode de duel. Donc pour moi, à partir de là, déjà, il essaye de créer quelque chose qui n'a pas tant de sens. Ça peut interroger ce cas de défense personnelle où, dans le cadre d'une agression, on sort son couteau et on se protège avec sa veste. En plus, ce genre de traité est à destination de gens qui pratiquent l'escrime de salle, la boxe de salle, des gens d'une certaine classe. On a du mal à imaginer qu'ils se promènent avec un couteau pour se défendre personnellement. Donc, c'est tout ce qu'on a. On a finalement un livre qui traite de l'escrime au couteau. C'est fort peu. Si on veut pratiquer l'escrime au couteau dans les AMHE, c'est fort peu. À partir de là, j'ai commencé, chez moi, à faire des recherches pour voir ce que je pouvais trouver sur l'escrime au couteau, sur le duel au couteau. Ma méthode de recherche, globalement, c'est un travail sur des bibliothèques en ligne, principalement Gallica. Je maîtrise plus le français, donc j'ai compilé des différentes informations sur le duel au couteau, qui sont soit des faits divers issus de journaux, soit des iconographies, soit ce qui peut être des romans ou des récits de voyage qui évoquent des combats au couteau. Ce corpus-là, il est critiquable dans le sens où c'est exclusivement des... Il n'y a pas de témoignage direct. On va parler de personnes des classes populaires qui se battent au couteau. Il y a très rarement de témoignages directs. Le fait divers, dedans, il y a rarement des paroles directes. C'est souvent un journaliste qui explique les faits ou un policier qui décrit ce qu'il a vu faire. Autant l'iconographie aussi pas forcément sifiée. Et le témoignage de voyage, on se trouve sur une période qui est une période romantique, et les romans et les témoignages de voyage veulent appuyer un certain côté d'exotisme. On parle d'un Français qui voyage en Espagne, qui va voir les gitans en Andalousie, qui va en Norvège voir les classes populaires. Et donc, les témoignages sont souvent veulent appuyer un propos. Voilà, on peut dire identifier. Si je voulais vraiment creuser plus, moi, dans mon corpus, ce qui serait intéressant, c'est de faire le travail de Nicolas, un travail sur les archives judiciaires. Je vais quand même vous présenter ce que disent les informations que j'ai trouvées. Voilà, on peut les critiquer. On trouve ce genre de choses-là. Donc, je suis là pour un peu essayer de légitimer le couteau. Qu'est-ce qu'on trouve dessus et est-ce qu'il y a une légitimité à pratiquer le couteau dans le cadre des AMHE. Voici ce que disent, voilà une répartition des informations que j'ai trouvées. Donc, le fait que je travaille sur Gallica, que je travaille avec des mots-clés, des bases de recherche, avec des mots-clés français, forcément, je trouve plus de matière française. Gallica ont beaucoup insisté sur des numérisations de journaux, et donc, j'ai une grosse part de faits divers issus de journaux qui ressortent dans mes recherches. Forcément, plus. C'est pour ça que je trouve plus de cas en France. Et que je trouve très peu de cas en dehors de... Voilà. Je vais rapidement passer, je n'aurai pas le temps de vous présenter les différentes variations des différentes traditions de couteau dans tous les pays. On va quand même voir que Norvège, Suède, Danemark, voilà, il y a une tradition du duel à la ceinture. Les deux ceintures sont attachées. On s'attache
l'un et l'autre avec sa ceinture. Et on n'utilise qu'une partie du couteau. On plante le couteau dans la table, on met de la corde autour, et on n'utilise que la partie qui s'est plantée dans la table. Donc on n'est clairement pas dans un duel à mort, on est dans un duel où on va se saigner. C'est ça, sauf si t'es très fort. C'est ça qui est intéressant. Aux Pays-Bas, en Flandre, en Zélande, aux Pays-Bas, on trouve des affrontements au couteau, très souvent représentés à partir du chapeau. C'est les plus vieilles sources que j'ai sur le couteau, parce qu'on trouve beaucoup d'iconographie, beaucoup de matériel iconographique du XVIIe siècle, dont des peintres flamands qui illustrent la vie à la campagne et qui illustrent régulièrement des affrontements au couteau. En Grèce, je n'ai pas trouvé de matériel. Ce qui existe, c'est une étude. Un chercheur qui a travaillé sur les cas dans les îles Ioniennes, les îles britanniques, et il étudie tout le rituel du duel dans ce cadre-là. En Italie, il y a deux grands courants. Il y a le duel populaire et il y a l'utilisation du couteau par les gangs, par les camoras, où il y a une utilisation du couteau plutôt pour l'agression, on forme des gens au combat, mais pour aller agresser des gens, récupérer de l'argent, à des gens qui nous doivent de l'argent. On trouve décrit, au début du XXe, il y a eu un travail de doctorat qui a été fait en médecine légale sur les cas, sur les corps retrouvés à Marseille. Donc cette personne-là essaye de définir, suivant les blessures qu'il a trouvées sur les corps à Marseille, quel type de pratiquant c'était, est-ce que c'était un Italien, est-ce que c'était un Espagnol, et décrire les différentes façons de frapper des Italiens et des Espagnols. Il dit qu'en Italie, finalement, il y a deux types de frappes. Il y a ceux qui tiennent le couteau comme ça, et qui frappent de haut en bas, et il y a ceux qui tiennent le couteau comme ça, et qui frappent plutôt comme ça. Donc des blessures qui viennent plutôt au thorax, et des blessures qui viennent plutôt le bras tendu, et qui ouvrent souvent le ventre. Et il dit, les Espagnols frappent de cette façon. Donc on a plutôt le stylet qui va être tenu, qui va servir à l'utilisation de la pointe, et le modèle piémontais, qui parfois est aussi appelé stylet, qui va être tenu en prise inversée, en pied à glace, et qui va venir vers le haut. Avec veste ou sans veste, on trouve régulièrement des illustrations avec veste sur le bras gauche en bouclier. En Algérie française, on n'a pas grand-chose. On a très peu de détails, on a des faits divers. 2 Algériens se sont battus, soit en Algérie, soit c'est des Algériens qui sont à Paris. Voilà, on dit 2 Algériens se sont battus. Un texte parle du couteau Boussaadi, donc qui est illustré ici. En Espagne où on a un manuel, on a vraiment un livre technique, on dit que globalement les couteaux sont fabriqués en Andalousie, que à Navarra, une fois déplié, va de 7 à 90 cm. Une fois déplié, vous voyez sur cette illustration-là, Gustave Doré qui était du voyage, dans le voyage en Espagne, et qui décrit avoir été pratiqué en Andalousie, a été pratiqué dans une école de couteau. Donc il y a un témoignage de quelqu'un qui dit « J'ai été pratiqué auprès d'un maître dans une salle, il nous a fait pratiquer avec des petits joncs en bois taillés en forme de Navarra, et on se tenait comme ça et on se battait comme ça. » Donc on a un témoignage d'un Français qui s'est rendu en Andalousie et qui dit « Voilà ce que j'ai vu et j'ai pratiqué une séance d'escrime. » Et c'est lui justement qui est dessinateur et qui illustre les dessins de Gustave Doré que vous pouvez voir ici. Souvent l'espagnol aussi, on est avec la cape tenue sur le bras. En Corse, on est assez proche des modèles de couteaux italiens, et les textes disent souvent que le corse est doué pour lancer le stylet. De la même façon que certains textes italiens de certaines régions d'Italie disent que les Italiens sont forts pour lancer le stylet. Grosse part de criminalité, c'est difficile de savoir ce qui est du duel ou de la rixe. Mais en tout cas, il y a des violences, une grosse part de violence au couteau, de vendetta au couteau. En France, les sources parlent de duels au cran d'arrêt, au surin, au lingue et au couteau Eustache. Vous avez un modèle de couteau Eustache
euh, il est possible que le terme stache soit désigné comme surin, comme cran d'arrêt, soit utilisé pour parler d'un couteau finalement pas cher. On utilise globalement un modèle, mais pas forcément pour dire que tout le monde se bat avec ce modèle-là, plutôt pour dire un Eustache, c'est un couteau qu'on trouve pas cher. Ça ressemble beaucoup aux couteaux d'artisan, aux petits couteaux d'artisan. Et je vous ai mis un couteau voilà, qu'on appelle couteau de tranchée. Dans les couteaux de tranchée, il y avait beaucoup de modèles. On trouve, à la suite de la Première Guerre mondiale, des témoignages qui disent que des combattants ont refusé de rendre leur couteau. Ils étaient censés rendre leur matériel, ils ont refusé de le rendre. Et des cas de figure assez intéressants où l'homme rentre de la guerre, trouve sa femme qui a un amant et dit avec ce couteau-là, j'ai réussi à protéger ma vie contre des Allemands. Voilà, je rentre chez moi, je peux bien bousiller un traître avec le même couteau. Souvent, l'amant, c'est un ami de ces histoires-là. Je viens vous parler du couteau, mais je viens vous parler du duel populaire. En France, on trouve d'autres formes de duel populaire. Le duel à la savate et le duel désigné comme l'épée de Savoyard. Le duel à la savate, avant que la savate soit récupérée pour être un sport, pour être une méthode de défense, pour être la boxe française, la savate, ça se pratiquait dans la rue, ça se pratiquait après les baloches, où on cherchait à mettre l'adversaire au sol, en lui brisant la jambe, en mettant l'os à nu. Donc souvent en cherchant soit à faucher la jambe, soit à briser le tibia. Les textes des premiers auteurs à écrire sur la boxe française disent tous les coups de pied sont donnés en dessous du genou. Donc on vise que le tibia et la cheville, et on cherche soit à briser, soit à mettre l'os à nu, soit à faucher, donc avec des coups de pied ronds. J'ai donné un atelier à Dijon récemment sur cette proto-savate. À savoir que le premier ouvrage traitant de la savate, attribué à Michel dit Pisseux, Michel Casseux, le père Charlemont, un des grands pratiquants de la boxe française, disait que Pisseux, il a créé sa méthode parce qu'il venait de la rue, c'était un boulanger qui traînait dans les sales quartiers, il a vu des combats, il a eu étant jeune, il s'est beaucoup bagarré, il a créé sa méthode à partir des coups de pied qu'il a vu les plus efficaces pratiqués dans la rue. Donc ce qui est devenu la boxe française, ce qui est devenu une gymnastique bourgeoise, à la base, c'est quelque chose issu des quartiers populaires, et c'est des coups de pied donnés dans la rue. L'autre méthode, qui s'appelle l'épée de Savoyard, il y a une altercation entre deux hommes, l'un propose un duel à l'autre à l'épée, et l'autre lui répond moi je ne me bats pas à l'épée, je ne pratique que l'épée de Savoyard. L'épée de Savoyard, c'est le combat à main nue. Tout simplement. On se bat à main nue, et au bout d'un moment, voilà. Dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est de désigner cette pratique-là. On trouve les duels d'ouvriers, voilà, duel d'ouvriers, l'épée de Savoyard. Les ouvriers disent on se bat à l'épée de Savoyard. Ce qui est intéressant, c'est comment ils décident d'appeler cet affrontement-là, qui décident de dire notre épée à nous, de notre classe sociale, notre épée à nous, c'est les poings. Donc, par ce terme-là, ils se positionnent en tant que notre duel à nous. Voilà. Nous, on a notre forme de duel à nous. Ces duels-là ne sont pas simplement des affrontements de violence. Comme on trouve dans l'extrait de Germinal que je vous ai mis, ces duels-là sont codifiés, respectent une convention. Ce n'est pas simplement de la violence. Comme certains textes pourraient nous montrer, dire, globalement, ce qui se passait, les combattants apaches, les gens de la rue, les gens de mauvaise vie, se battaient souvent, et les textes qui parlent d'eux disaient que finalement, c'est que l'expression de la violence, c'est que des gens violents qui se battent. Dans ça, il y a finalement, c'est pas que l'expression de la violence immédiate, il y a des règles, il y a des codes. On se donne comme rendez-vous, on se permet de faire telle ou telle chose. Étienne évita le coup de pied. Il est indigné de cette infraction aux règles d'un combat loyal. Il lui dit, si tu utilises tes pieds, moi je vais prendre une chaise pour t'assommer. Donc, comme dans la savate, dans ce que je vous ai dit, il y a des choses qu'on a le droit de faire ou pas faire. Il y a un accord convenu. Soit, avant on se met d'accord sur ce qu'on doit faire, c'est un accord oral, soit il y a ce qui est entendu socialement par ce qui est loyal ou pas de faire en combat. Dans ce cas-là, on est plus des notions sur les notions sociales de ce qui est loyal ou non.
Dans ces questions de duel interrogent sur la notion d'honneur, sur la notion de violence. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas forcément sur deux gars qui veulent s'entretuer, qui veulent se tuer. Souvent, on trouve dans certains, dont les combats en Grèce par exemple, et dont les combats en Espagne, les textes disent l'homme habile au couteau et l'homme qui s'est marqué le visage sans tuer. Donc on met en avant le fait que ce qu'on recherche dans certains types de combats, c'est simplement marquer. Après, on a vu dans les combats en Flandre et aux Pays-Bas une notion qui dit, selon, je vous ai parlé de réduire la létalité du couteau en mettant de la corde autour et en mettant du cuir autour. Ce qui se faisait, un texte parle de, selon la gravité de l'affront et la gravité de la dispute, on peut travailler soit en bout de couteau, soit à mi-couteau, soit en couteau plein. Donc soit on cherche à s'entailler et on va en rester là après, on va se saigner mais on va rester là, soit on va travailler un peu plus sérieusement, soit on va chercher à se tuer. En tout cas c'est convenu dans la règle du duel. Donc on cherche souvent à travailler le couteau, à travailler le visage, à baisser le visage. Les balafres qu'on voit, les balafres au visage, là on est sur ce qui est pratiqué par les camoras italiennes justement, où ces marques au visage sont vues comme une marque d'infamie, ou une marque de la camorra te marque, te signale qu'on est fâché entre eux, que tu nous dois quelque chose. On est venu une première fois, on te marque au visage, tu nous dois sûrement quelque chose, la prochaine fois qu'on revient, c'est plus pour te marquer, c'est pour te tuer. Donc, les marques au visage, c'est plutôt au symbole d'infamie. Y compris chez les femmes. Des fois, des prostituées ou des femmes qui doivent de l'argent sont marquées, par exemple. On trouve des fois des illustrations de marquer une femme qui travaille dans la rue parce qu'elle doit de l'argent à quelqu'un. Dans d'autres cas, dans les cas du duel d'honneur, marquer au visage, la blessure, le combattant qui s'est blessé au visage, comme je vous ai dit, est vu comme quelqu'un d'adroit, quelqu'un d'habile, et autant quelqu'un qui a une marque au visage est vu comme quelqu'un de courageux parce qu'il participe au combat. Souvent on dit que les femmes sont attirées par des hommes qui sont blessés, qui ont des marques de combat au visage parce qu'ils sont vus comme courageux, comme des gens ayant participé à des combats, et courageux, et ce qui fait beaucoup penser à la pratique de l'escrime universitaire allemande, le Mensur, où il y a une culture de l'honneur, une culture de la blessure, une culture du duel, de la virilité, de la blessure, de la virilité et de l'honneur. On n'a pas le temps de creuser ce sujet-là, j'aimerais bien un jour le creuser, c'est en Italie, en Espagne, en France, en Corse, on trouve des cas de femmes qui se sont battues en duel au couteau. Ces cas-là interrogent, une fois qu'on a défini et que les chercheurs ont défini que le combat au couteau, c'est des notions liées à la virilité, à l'honneur, à la virilité. Pourquoi les combats féminins est-ce que les combats féminins reprennent ces notions d'honneur, copient des notions de virilité, ou est-ce qu'elles ont leur code d'honneur propre? Bref, je ne vais pas m'attendre là-dessus, j'aimerais un jour creuser plus ce sujet. Ce qu'on voit au milieu, c'est un bas rempli de sable. Les femmes sont mises d'accord. Avec quoi on va se battre? Est-ce qu'on se bat au couteau? Non, pas au couteau. Donc, il faut qu'on trouve une arme pour se battre. On va prendre un bas et on va le remplir de sable et on va essayer d'assommer avec. Revenons au cas de Maurice Pinto, Maurice la Terreur, qui passe devant les tribunaux. Finalement, on lui reproche quoi? On a vu que le duel d'honneur, finalement, le duel au couteau, c'est un duel d'honneur, qu'il respecte des conventions, qu'il respecte des choses comme ça. C'est exactement ce que Maurice Pinto défend, en disant, nous aussi, on a respecté certains codes, on s'est mis d'accord, on avait des témoins, on s'est donné rendez-vous. Même dans ce cas, ils ont chauffé aussi les lames pour éviter que les plaies s'infectent suite au combat. Et Maurice Pinto, ce qui s'est passé, il a transpercé le bras lors du combat. Il a transpercé le bras, mais seulement ça a atteint la poitrine derrière. Même ils sont mis d'accord sur le combat. Il est parti acheter les couteaux, c'est lui il a acheté 2 couteaux identiques. Ils se sont donné rendez-vous, ils ont chauffé les lames. Bref, un cadre assez posé avant de s'affronter. Donc, la justice, comment elle a traité ce cas? La question d'honneur et de classe, finalement. Est-ce que le problème, c'est le couteau? S'ils ont fait exactement la même chose que le duel à l'épée, est-ce que le problème, c'est le couteau? Est-ce que le couteau, c'est une arme sale? Est-ce que le couteau, il est mal vu? Et parce que c'est un couteau, on reconnaît...
ce cas-là est jugé comme un homicide ou un duel véritable. En quoi on dit c'est un meurtre, ou en quoi on dit c'est un duel qui a mal tourné. Rapidement, quelques cas. En 1867, on dit, un texte parle des hommes qui se battent à la savate. On dit deux hommes bourgeois qui ont croisé le fer ensemble ou échangé une balle peuvent après se serrer la main. Mais des gens qui se sont battus à la savate deviennent des ennemis irréconciliables. Donc suite à ce combat-là, on dit les gens qui se sont battus à la savate, ils peuvent plus retourner à une vie sociale correcte, à des rapports sains. Après le combat, ils sont irréconciliables, donc ils ont briqué quelque chose. Finalement, leur duel n'est pas légitime. Donc on leur reproche d'être irréconciliable suite à ce type de combat-là. Il y a eu une affaire, en 1922, oui, le cas de Maurice Pinto, on lui reproche de n'avoir pas respecté le code du duel. Lors du passage devant le tribunal, on sort un code du duel et on dit, regardez, dans le code du duel, les témoins doivent donner rendez-vous et on ne doit pas se voir après le combat, avant le jour du combat. On ne doit plus se voir. Les témoins se mettent d'accord et on ne se voit que le jour du combat. Là, on lui reproche de, les gars, vous avez, avant le combat, vous avez été boire un coup ensemble et après le combat, vous avez été boire un coup ensemble. Donc, ce que vous faites n'est pas un duel parce que vous avez été... Dans un cas, on reproche que c'est que de la violence, ils se battent, ils sont irréconciliables parce que ils sont en colère contre l'autre, ils sont plus capables de dépasser cette colère suite au duel. Et dans le cas, on dit, mais finalement, non, c'est pas un duel parce que vous êtes trop copains et vous vous êtes vus avant et vous avez été boire un coup après. Dans l'affaire Drummond-Meyer, il y a une affaire qui est parue dans pas mal de journaux. L'affaire Drummond-Meyer, un duel d'honneur bourgeois à l'épée. Meyer écarte l'épée de l'autre avec sa main. Il utilise sa main gauche pour écarter l'arme de l'autre avant de le frapper. Et donc justement, ça passe devant le tribunal parce qu'il n'a pas le droit, selon le code d'honneur, d'utiliser sa main gauche. Les textes disent que c'est comme un coup de couteau. Il y a ce qu'on a le droit de faire en duel ou pas. Lui, il a utilisé sa main gauche pour écarter l'arme de l'autre. Et en 1898, lors d'un duel au couteau entre rivaux, le témoignage dit « On s'est battu comme vous, on avait la main gauche dans le dos et celui qui se retrouve à l'hôpital dit « Les coups que j'ai reçus sont honorables, c'était un combat honorable. Mon adversaire m'a blessé loyalement, il n'a pas utilisé sa main gauche. » Seulement, devant le tribunal, non, c'est quand même un homicide. Donc dans un cas, on reproche aux bourgeois d'avoir utilisé la main gauche parce que c'est du couteau, mais au combattant au couteau, on lui reproche, il n'utilise pas sa main gauche, mais on lui dit non. C'est quand même un homicide. Donc finalement, on voit une différence de traitement dans ces cas-là. On a d'autres cas. Voilà. Comment aussi les journaux traitent ces cas-là. On a eu des cas où des gens des classes aisées se sont battus au couteau. En 1853, un sergent de ville passe et voit deux personnes qui paraissent appartenir à la classe aisée qui se battent au canif. Le journal dit « C'est une scène assez excentrique ». En 1888, deux nobles se défient en duel et l'un des deux dit « On va faire ça soit à main nue, soit au couteau ». Et l'autre dit « Non, mais j'accepte pas ça, j'accepte pas ces conditions-là. Moi, je ne me bats pas avec ça. » Les journaux diront « Voilà qui n'est pas banal » ou un autre dira « Ça n'est pas pratique par cette chaleur ». En 1924, deux chirurgiens se défient en duel à l'épée et le journal dira un duel au scalpel aurait été plus original. Donc, quand deux personnes des classes populaires se battent au couteau, le vocabulaire qui est utilisé cherche à les enfoncer, dire que c'est de la vermine, c'est des gens de mauvaise vie. Ce qu'ils font, c'est de la violence. Quand des bourgeois font la même chose, c'est cocasse. Comme je l'ai dit, dans le premier ouvrage sur la savate de Michel Casseux, il a vu la savate dans la rue, il a vu des combats populaires, il en a fait une pratique qu'il va essayer de vendre pour un apprentissage en salle. Et tout de suite, justement, il veut essayer de détacher
de détacher l'image de pratique populaire de ce combat à la savate. Donc, dans son introduction, il va essayer de creuser un fossé entre ce que lui propose et ce qui se fait dans la rue, en disant que ce n'est pas la même chose. Donc déjà, il va commencer par présenter qui pratique sa méthode en montrant un certain nombre de personnes nobles, personnes nobles qui sont venues pratiquer dans sa salle. Donc ça apporte du crédit à sa méthode et ça la sort de la violence. Le texte dit que Pisseux est parvenu à tirer de l'ornière un art qui semblait fait pour des gens dépravés, qu'auparavant cette pratique abjecte, méchante et criminelle était ignorée des gens estimables. En fait, il a repris les coups les plus efficaces de la rue. C'est ce qu'il propose à des classes bourgeoises. Mais la même pratique est vue comme... Voilà. Donc il y a une différence de traitement. Le problème, c'est pas le couteau, le problème, c'est pas la façon dont ils font le duel, le problème, c'est la classe sociale. L'affaire Pinto, comment elle s'est passée? Maurice la Terreur, il a pris 2 ans de prison. Il a réussi à prouver qu'il n'y avait pas volonté de tuer l'adversaire. Les témoins ont dit voilà ce qui s'est passé et il n'a pas cherché à tuer, effectivement. D'ailleurs, l'adversaire n'est pas mort sur le coup. Il est mort suite à sa blessure. Il a une petite perforation. Ils ont été boire un coup ensemble après, mais le lendemain, il était mort. On a dans ce cas-là, la presse en a beaucoup parlé et on parlait du procès. Le procès a fait beaucoup de bruit pour savoir qu'est-ce qu'un honneur légitime ou pas. Et l'avocat général a dit, vous ne voudrez pas, dit-il, que par un acquittement, la presse puisse dire que vous avez donné des lettres de noblesse aux Apaches de Belleville. Vous ne donnerez pas à ces gens-là la possibilité d'assimiler leur honneur au vôtre. Donc, le combat au couteau, c'est le combat populaire et il y a une différence de traitement, il y a une différence de justice rendue selon les cas, selon la classe sociale. J'ai encore beaucoup de choses à dire. On va s'arrêter ici. Je voulais avant tout dresser un espèce de portrait du duel au couteau. Nos livres d'armes, nos traités d'armes sont très... Il n'y a pas grand-chose comme matière sur le combat au couteau. Et effectivement, les sources indirectes ne donnent pas grand-chose non plus. Mais il y a une réelle pratique du couteau à différents endroits d'Europe avec des conventions. Il y a un travail à faire pour... dépoussiérer cette pratique du duel, différents duels populaires et du duel d'honneur au couteau. C'est pas parce que ces pratiques-là ne sont pas présentes dans nos livres d'armes qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses très intéressantes et donc on peut parler et qu'on peut essayer aussi en club. Voilà.